On va continuer avec le cas de l'Iran qui, après la Russie, va nous permettre de voir comment ces régimes autoritaires alliés à des religieux qui le sont tout autant, sous l'apparence de défendre leur culture et de protéger leur population, en réalité n'en prennent pas si bien soin que ça. Et dans certains milieux, certains sites et chez certains intellectuels, eh bien, on nous raconte quand même pas mal d'histoires sur la situation dans ces pays-là, en mettant systématiquement la focalisation sur les défauts, sur les méfaits, sur les manipulations de l'ultralibéralisme qui sont tout à fait réelles effectivement. Mais il ne faut pas nous faire prendre non plus des vessies pour des lanternes, comme on dit. Par exemple, en Iran, la grande majorité de la population déteste les gouvernants, hein, parce qu'ils leur enlèvent leur liberté, qui n'assurent pas les droits les droits d'expression, l'égalité homme-femme. Alors évidemment, ça peut être cautionné par des hommes attachés au patriarcat, voire par des femmes acquises à cette cause. Mais c'est pas... Personnellement, voilà, les droits de l'homme, les droits de la femme, c'est pas des choses qui se négocient. On peut raconter ce qu'on veut, on peut faire dire ce qu'on veut au texte sacré, entre guillemets. Voilà, il faut faire très attention avec ça. Alors, l'Iran, comme la Russie d'ailleurs, est une culture extrêmement riche, extrêmement raffinée, ancienne, profonde, avec des choses qui sont tout à fait remarquables. On peut parler du soufisme, évidemment, avec des personnes comme Rumi, comme Hafez, Shams de Tabriz, hein, qui ont vraiment porté le sentiment mystique à son sommet avec une grâce, une beauté hallucinante. Et donc, le chiisme, avec son fond ésotérique, mystique très profond, très riche, à l'intérieur duquel on peut retrouver aussi les traditions zoroastriennes, certaines choses communes avec l'Inde ancienne, et l'Iran qui a connu finalement un bon gouvernement de façon très éphémère, mais qui n'a pas trop eu le temps de déployer son programme. Mais en tout cas, c'est ce que m'ont dit pas mal d'amis iraniens qui étaient loin d'être des staliniens ou des nationalistes invétérés, à l'époque de Mossadegh, qui a nationalisé le pétrole et qui a subi un coup d'État provoqué par la CIA, qui lui a remplacé le Shah, qui était complètement au service de l'Occident et qui allait contre les valeurs traditionnelles, cela provoquant le mécontentement et la révolution musulmane de l'ayatollah Khomeini, qui était tranquillement en France, dans un château, avant de rentrer triomphalement en Iran. Bon, et du coup, guerre Iran-Irak, quelque chose d'absolument terrible qui est l'équivalent pour l'Iran et pour l'Irak de la Première Guerre mondiale, avec les Occidentaux qui vendent énormément d'armes à l'Irak, mais je crois des armes aussi des deux côtés. Et du coup, l'Iran qui dit plus jamais ça, et si j'ai l'arme nucléaire, si j'ai l'arme atomique, eh bien on ne m'attaquera plus, d'où le programme d'enrichissement de l'uranium, qui peut se comprendre, même si personnellement je suis anti-nucléaire. Bon, lorsqu'on a eu des millions et des millions de morts, on peut comprendre qu'on veuille l'arme atomique dissuasive pour ne plus infliger ça à son peuple. Voilà, à cause des manipulations de l'Occident ou d'autres pays. Du coup, évidemment, cette situation extrêmement tendue avec un pays chiite, l'Iran, et dans l'autre camp, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, l'union d'un pays soi-disant chrétien, un autre donc de religion juive, et un troisième wahhabite, islamiste wahhabite. Voilà. Et
du coup forcément des alliés de l'Iran qui viennent à son secours. Bon, le problème, c'est que quand on présente toujours l'Iran comme victime ou l'islam comme victime des autres civilisations, ou en tout cas de la conspiration mondiale, c'est qu'on oublie un petit peu, et même beaucoup, l'histoire. Alors, généralement, ce sont des sites qui prennent plutôt la défense de l'Iran plutôt que de l'Arabie Saoudite, parce qu'on sait très bien que l'Arabie Saoudite est un état de charia et on connaît très bien son double jeu par rapport aux États-Unis, à Israël et par rapport au terrorisme et tout ça. Mais quand même, donc il ne faut pas oublier que l'islam, un siècle après être né, possédait le monde de l'Espagne incluse jusqu'aux frontières de l'Indus, c'est-à-dire aux frontières de l'Inde, incluant le Pakistan actuel, et que ça ne s'était pas fait, contrairement à ce que veulent réécrire certains historiens que j'appelle islamo-gauchistes ou d'autres, ça ne s'est pas fait uniquement avec des fleurs, hein, mais que ça s'est fait quand on voit arriver des armées de 10 000 cavaliers qui vous demandent, vous voulez vous convertir pacifiquement ou pas, eh bien, bon, c'est difficile de refuser, surtout qu'on sait que derrière, il faudrait payer un impôt, vivre dans des conditions totalement misérables, en voyant la moindre révolte ou la moindre réaction écrasée dans le sang et la terreur, hein, parce que c'est quand même ça qui s'est passé sur des siècles et des siècles. Et si vous prenez le monde à la fin du Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe siècle, eh bien vous avez quand même l'islam qui le possède, là aussi, de l'Espagne et en gros de la Mauritanie jusqu'à l'Indonésie, hein. Même une partie non, de la Chine, non, mais voilà, toute l'Inde, bref. Donc, et pareil, jusqu'au XVIIe siècle, hein, c'est-à-dire qu'il y avait une surpuissance musulmane gigantesque, et l'Europe était un tout petit territoire, hein, et ça a commencé à changer à la Renaissance. Voilà, et là c'est l'Europe qui a commencé à conquérir le monde et à imposer par la force et l'exploitation ce que l'islam avait fait pendant des siècles. Et quand on parle des aspects civilisateurs de l'islam, si on parle comme ça, en pensant à Bagdad, si on pense à l'Andalousie, si on pense à Palerme, et bien à ce moment-là il faut aussi admettre les aspects civilisateurs de la colonisation européenne. Voilà. Donc c'est pas ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a eu énormément de violence, mais je renvoie juste à leur propre logique, ceux qui défendent un islam éclairé, imposé par la force à des populations conquises, par le feu, par le sang, et avec des populations qui payaient un impôt sur place. Voilà, avec les magnifiques restes de la civilisation, d'un endroit comme Bagdad, et partout en fait, hein. Voilà, au niveau artistique, effectivement, c'est très beau. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça dans cette civilisation, hein. C'était de la colonisation pure et simple, avec beaucoup de violence. Et puis, donc ça on l'a vu dans une intervention précédente, je rappelle tout le système de la prophétologie chiite, de l'apocalyptisme qu'il y a en Iran depuis plus de 1000 ans. Hein. C'est une très grande caractéristique, ça, du chiisme, mais on retrouve aussi dans le sunnisme. Je ne sais pas s'il y a une seule génération qui n'a pas attendu la descente du Mahdi, hein, l'arrivée du Mahdi. On va y revenir, parce que cette attente messianique qui est un petit peu partout, même cette volonté de faire l'histoire de la part du sunnisme avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite et la mondialisation, bien, en fait elle est générale aujourd'hui sous différentes formes, et c'est peut-être pas un hasard, et c'est pour ça qu'il se joue aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Et qu'il s'agisse de la Russie, de l'Iran ou même de la Chine, dont on dit que finalement elle ne nous a jamais véritablement agressés, là j'ai eu des discussions vraiment
surréaliste avec des gauchistes qui défendent le gouvernement chinois malgré ce qu'il a fait au Tibet en disant que le Tibet était une théocratie, bon, ce qui n'est pas faux, hein, et le régime du Tibet avant l'arrivée des Chinois n'était pas juste, mais ce qui s'est passé après, c'était véritablement l'enfer sur Terre, hein, avec des essais nucléaires, la destruction totale d'une culture, des tortures, une race complètement annihilée, noyée dans les colonies chinoises. Bon, c'est tout à fait comparable à ce qui se passe en Palestine. Et donc les gauchistes, quand ils parlent encore comme ça, eh bien, devraient appliquer la même règle à la dénonciation de ce qui se passe en Terre Sainte et de ce qui se passe en Himalaya, qui est aussi une forme de Terre Sainte. Et ces sociétés-là sont des sociétés d'hyper-contrôle. Alors, en Chine, c'est non seulement l'autosurveillance des populations qui adhèrent intérieurement au régime ou qui se surveillent entre elles, et puis aujourd'hui avec des centaines de millions de caméras, avec un système qu'ils aimeraient bien exporter en Occident et qu'une partie des gouvernements occidentaux eh bien, sont prêts, pourquoi pas, à adopter. Un système aussi de contrôle d'Internet que la Russie a fait plusieurs fois. Oubliez aussi la façon dont la Russie s'est invitée dans des élections, dans l'élection française ou dans l'élection américaine à travers l'influence par Internet. Et donc il y a cette autosurveillance des populations, surveillance par les services secrets, par la police religieuse ou la police politique ou des groupes acquis au régime comme dans les dystopies de 1984 ou d'autres. Et il y a très peu de liberté individuelle avec un sentiment nationaliste très fort qui est culturel mais qui est aussi ravivé de façon très nette à l'école, dans les médias, un petit peu partout. Et par la religion aussi. Alors, le problème, c'est qu'en France, on est, je pense, un des seuls pays du monde où on a peur de sortir le drapeau bleu, blanc, rouge, alors que ce drapeau, justement, pour quasiment tous les pays du monde, c'est un symbole de liberté, et que s'ils savaient la façon dont on fait honte aux Français de leur culture à travers la mondialisation, eh bien, beaucoup de pays du monde seraient extrêmement attristés et révoltés par cette manipulation qui s'insinue dans quasiment le moindre des esprits français, hein, cette culpabilité de se sentir français. Mais quand même, en France, il y a quelque chose qui est extrêmement important, et bien, c'est cette liberté individuelle, la tolérance, l'accueil. Alors, ce que les groupes républicains, enfin ceux qui se proclament républicains au sens large, je ne parle pas du parti politique, héritier des Lumières et puis aussi de la franc-maçonnerie, bon, eux, ça passe forcément par une hyper-laïcité qui discrédite toute croyance religieuse, tout en donnant l'impression qu'il y a de la tolérance, mais en réalité c'est totalement infériorisé, considéré comme suspect ou ridiculisé, comme totalement rétrograde. Donc ça, c'est un problème. Et moi, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là, je suis beaucoup plus dans l'esprit de la Renaissance italienne, où il y avait certes la volonté de penser le monde de façon libre, mais il y avait aussi un sentiment mystique qui alliait art, philosophie et science. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement beau qu'on a perdu en France. Et bien sûr, il y a la nécessité du respect de la culture d'accueil quand on est bien un immigré, un réfugié, quelqu'un qui vit dans un autre pays. Ça, c'est extrêmement important, le respect du meilleur de la culture d'accueil. Je connais personnellement des réfugiés qui sont beaucoup plus proches des valeurs, des plus belles valeurs de la France, et bien que beaucoup de Français qui prétendent les défendre ou inversement, eh bien, dire que finalement, ben oui, ils sont français, ils défendent les droits de l'homme, la France, etc. Mais en réalité, ils défendent plus rien du génie de la France, de
de ce qui fait son âme. Il l'attaque en réalité, et il nie même l'idée d'un génie propre des civilisations, des pays, ou même d'âme individuelle, et encore plus collective. Mais justement, dans ces sociétés, la société russe, la société iranienne, il n'y a pas cette liberté individuelle. Il y a de la coercition, il y a de la surveillance, il y a de la torture, il y a de l'autocensure, et c'est extrêmement grave. Voilà, exactement comme ce qu'on cherche à nous imposer aujourd'hui par une novlangue dans le gouvernement qu'on a, et ça fait de nombreuses années de toute façon que c'est comme ça, où il y a des mots qui sont tabous, il y a des valeurs qui sont tabous, il y a des choses dont on ne peut pas parler sous prétexte d'être un réactionnaire et de se griller, entre guillemets, complètement pour ses proches, pour les médias, pour les gens bien pensants. Donc ni l'un ni l'autre. Ensuite, dans les sites et dans les idées dont je combats l'objectivité, même s'il y a un certain nombre de points que je partage, d'analyse que je partage avec eux, y compris des valeurs, parce que il y a du bien partout, et ça je tiens vraiment à le souligner. On parle par exemple de culture populaire. Bon, mais on s'aperçoit que dans les pays qu'ils défendent, eh bien, il y a beaucoup de hiérarchies, d'autorités qui sont imposées au peuple, et que donc le peuple est là aussi pour obéir à une hiérarchie politique et religieuse. Et il y a aussi une culture dominante sur laquelle il n'y a pas à négocier souvent, avec une orientation très nette qui occulte toute une partie de la créativité, de la création humaine, de la liberté d'entreprendre ou de la liberté d'exprimer, pour le bien de tous. Je rappelle que, y compris chez les catholiques, chez les musulmans français, chez des gens de droite, eh bien, il y a des choses qu'a fait passer la laïcité, qu'ont fait passer des gouvernements de gauche, qu'aujourd'hui, ils ne reviendraient pas à l'idée de remettre en question, et pourtant, c'est passé par leurs ennemis jurés. Pourquoi? Parce que ces ennemis jurés, finalement, étaient plus proches de ce qu'est l'humain, du bon sens, de la connaissance, et ils ont fait passer des lois sur la liberté d'expression, des lois progressistes au niveau de la société. Là, je ne parle absolument pas de la théorie du genre, par exemple, qui pour moi est vraiment une façon de faire éclater la notion de... déjà un dialogue sain entre les sexes, hein, et qui mettent le doute dès la plus tendre enfance, est-ce que tu es bien un garçon, est-ce que tu es bien une petite fille, donc c'est complètement artificiel parce que ça n'épouse absolument pas le mouvement naturel des personnes, et de toute façon, évidemment, le mouvement naturel, il est complètement remis en question, mais là, il y a une contradiction totale dans ces mouvements-là, que ce soit la théorie du genre ou le transhumanisme, parce qu'en fait, ce sont les personnes souvent les plus matérialistes, mais en même temps sont celles qui ont le plus grand délire des grandeurs par rapport à la raison humaine, et qui souvent sont les plus loin de la nature, c'est-à-dire de la matière. Hein. Ils ne reconnaissent que la matière, et en même temps, ils s'opposent complètement à un certain ordre de la nature en faisant des choses extrêmement dangereuses, ou au niveau psychologique, ou au niveau technologique. Et là, encore une fois, la théorie du genre, c'est totalement différent de la possibilité de choisir sa sexualité, si, eh bien, voilà, s'il y a vraiment, bon, bref, quelque chose qui s'exprime. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que dans les sociétés traditionnelles, dont se font parfois les chantres certains groupes, comme le Grèce par exemple, alors là c'est un peu différent parce que le Grèce c'est un mouvement qui est vraiment nostalgique de l'ordre romain ou grec, etc. Donc il n'y a quasiment pas de place pour la femme, mais c'était des sociétés où il y avait énormément d'homosexualité, et ben, je ne rappellerai pas non plus toute l'homosexualité cachée
qu'il y a dans beaucoup de religions. Voilà, pour juste donner cet exemple-là. Et puis pour reprendre aussi une formulation, hein, bon, on parle d'égalité et de réconciliation. Et effectivement, dans une partie de ce projet, il y a des choses dont je conçois et dont je partage la volonté de justice et de ne pas subir une censure sur ce nombre d'aspects, de ne pas être obligé d'accepter une déferlante libérale ou un prêt-à-penser. Hein. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu derrière ça, quand on voit les alliances qui se jouent, etc., eh bien, on voit qu'il n'y a pas tant d'égalité que ça dans les pays que je recite, à savoir la Russie et l'Iran. Il y a beaucoup de conformisme obligé, il y a de la grégarité, il y a de la coercition, des gens qui sont obligés de se taire ou de contrôler ce qu'ils disent, voilà, parce que ça peut aller très très loin, la répression. Donc il y a avant tout, parfois on dit que la démocratie est devenue la médiocratie à cause de la manipulation des voix, de la sous-culture, de la malbouffe et tout ça. Eh bien, moi je dis que là aussi il y a une forme de médiocratie, de façon de fausse démocratie déjà, ça c'est extrêmement important, il faut le dire, ce sont des régimes qui sont autoritaires, donc en tant que tels ils sont pas défendables. L'idée de réconciliation, donc égalité, hein, fausse égalité, et aussi fausse réconciliation, parce que c'est souvent la réconciliation contre un ennemi commun, mais en oubliant une partie de l'histoire, en oubliant les personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs qui ne sont même pas souvent les valeurs majoritaires, mais qui sont les valeurs du pouvoir et les valeurs des pouvoirs politiques et religieux. Donc il faut faire très attention. Parce qu'on oublie, encore une fois, une partie des forces vives de l'humanité. Et quand on est vraiment pour une troisième voie, et ça c'est très important, eh bien on se fait mal voir par les puissants des deux côtés, et pas uniquement de un côté. Et là je vous parle vraiment par expérience, hein. Quand on ne soutient ni le libéralisme, ni ce qui se présente comme des alternatives au libéralisme, eh bien on se fait mal voir de beaucoup de camps, et finalement les gens cherchent toujours à vous mettre dans une case, ou bien à la fin ils vous considèrent comme un naïf ou comme un rêveur, et finalement ce sont ceux qui se présentaient comme les plus idéalistes, les plus chrétiens ou les plus spirituels dans leur propre religion, qui s'assied royalement sur leurs valeurs humanistes en disant mais bon, il faut être dans le pragmatisme, voilà, il faut aller directement au but, c'est pas un monde de bisounours, et donc ils sont complètement à l'opposé du monde de martyrs ou de témoins ou des fondateurs de leur propre religion. Bon. Et là, on arrive du coup à la question de l'opposition à la modernité qui est souvent affichée par les idéologues des courants dont je parle. Et on va en reparler donc tout de suite après une pause parce que c'est un sujet à part entière qui est très important.